Nouveau chapitre intitulé Préliminaire aux variables aléatoires discrètes. Alors ce chapitre en tant que tel va, comme son nom l'indique, être un chapitre préliminaire où les paragraphes vont être assez distincts les uns des autres et ont pour but de préparer le chapitre suivant consacré aux variables aléatoires discrètes. On commence par le grand 1 qui s'intitule Dénombrabilité. Nous démarrons par une définition de ce qu'est un ensemble dénombrable ou un ensemble au plus dénombrable. Donc on dit qu'un ensemble est dénombrable si on peut construire une bijection entre grand E et grand N. Autrement dit, on dira que E est dénombrable si E peut s'écrire comme l'ensemble des xi pour i dans grand N, avec les xi deux à deux distincts. Ou encore, on dira qu'un ensemble E est au plus dénombrable s'il existe une bijection entre E et une partie de N, cette partie que j'appellerai i. Autrement dit, E est au plus dénombrable si je peux écrire E comme l'ensemble des xi pour i dans grand I, pour grand I, une partie de N, avec encore une fois les xi deux à deux distincts. Alors, premièrement, pourquoi ce autrement dit? Est-ce que c'est la même chose, le fait qu'il existe une bijection entre grand E et grand N, et pouvoir écrire E comme l'ensemble des xi pour i dans grand N? On va voir que oui. Pourquoi? Parce que si E est dénombrable, par exemple, il existe donc phi une bijection de grand E dans grand N, et donc sa réciproque sera une bijection de grand N dans grand E qui sera bijective. Et donc E, ce sera phi de N, c'est-à-dire ce sera l'ensemble des phi de i pour i dans grand N, où les phi de i seront deux à deux distincts. Et donc la notation noter E, l'ensemble des xi pour i dans grand N, ça consiste juste à adopter une autre notation avec un indice xi plutôt que de l'appeler phi de i. E, ce serait en fait l'ensemble des xi pour i dans grand N. Et donc, au lieu d'avoir la notation fonction phi de i, on utilise la notation avec un indice x indice i, on dit que les éléments de E sont indexés par grand N. Ce qu'on a fait pour les ensembles dénombrables serait également vrai, bien sûr, pour les ensembles au plus dénombrables. Premier exemple d'ensemble dénombrable, l'ensemble que je note 2 grand N. 2 grand N, c'est une notation qui désigne l'ensemble des entiers naturels pairs, qui est l'ensemble des entiers de la forme 2K pour K dans grand N. Bah, c'est l'ensemble des 2K pour K dans grand N, donc c'est une écriture comme ceci. Eh bien, c'est un ensemble dénombrable, et si j'essaie de construire la bijection entre grand N et l'ensemble des entiers pairs, bah, c'est la bijection qui a un entier K associe l'entier 2K, qui est une bijection non pas de grand N dans grand N, phi on pourrait considérer qu'elle va de grand N dans grand N, mais elle va de grand N dans en fait, les images par phi d'un entier, ce sera un entier pair. Donc phi est une bijection des entiers naturels dans les entiers pairs. Évidemment, de même, je pourrais définir les entiers impairs. Et tout de suite, on enchaîne avec une propriété pour les ensembles dénombrables ou au plus dénombrables. On remarquera au passage que tout ensemble au plus dénombrable, tout ensemble dénombrable est en particulier au plus dénombrable, puisque être au plus dénombrable, c'est il existe une bijection avec une partie de n. Comme grand N étant une partie de n, tout ensemble dénombrable sera au plus dénombrable. Alors, la proposition est la suivante. Elle concerne les parties d'un ensemble au plus dénombrable. La première proposition me dit que toute partie i inclus dans n est au plus dénombrable. De plus, si i est une partie infinie, alors i est dénombrable. Et la deuxième, qui sera une conséquence de la première, c'est que si E est un ensemble au plus dénombrable, toute partie de E grand F sera au plus dénombrable, et de plus, si grand F est une partie infinie, grand F sera dénombrable. Donc en gros, la différence entre les parties au plus dénombrables et les parties dénombrables, quelles sont les parties qui sont au plus dénombrables mais qui ne sont pas dénombrables? Ce sont simplement les ensembles qui sont donc au plus dénombrables mais qui sont en fait les ensembles finis. Alors la démonstration du point 1, si je prends une partie i inclus dans grand N, je prends l'identité qui va de i dans grand I. C'est une bijection entre i et i. Sauf que i est une partie dans grand N, donc i vérifie la définition d'un ensemble au plus dénombrable. Ce qui est difficile dans le point 1, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire que si i est une partie de grand N qui est infinie, alors i est dénombrable. Comme par exemple l'ensemble des entiers pairs, qu'on avait vu, l'ensemble des entiers naturels pairs, qui est une partie infinie de l'ensemble des entiers naturels, et elle est dénombrable. Mais on va voir que c'est vrai tout le temps, donc si j'ai i une partie infinie de grand N, je vais montrer qu'elle est dénombrable. Donc je suppose que i est infini, et je montre que i est dénombrable. Je pose phi, l'application qui va de n dans i, qui est un entier naturel n, associe le minimum de i privé de l'ensemble phi de 0 jusqu'à phi de n-1. Je prétends que phi a bien un sens, puisque comme i est infini, et que phi de 0 jusqu'à phi de n-1 est un ensemble fini, i privé de phi de 0 phi de n-1 est un ensemble non vide. Mais c'est comme grand I dans le point 1 a été supposé comme une partie de n, j'ai une partie non vide de grand N, elle admet forcément un plus petit élément. Ça c'est une propriété fondamentale de grand N. Et donc, phi de n a bien un sens.
On va démontrer à présent que phi est injective, puisqu'on va démontrer que phi est en fait une bijection entre grand N et grand I, ce qui justifiera que phi est dénombrable. Je prends m différent de n. Alors sans perdre de généralité, je suppose que m est strictement plus petit que n, et je vais démontrer que phi de m est différent de phi de n. Phi de n, par définition, c'est le minimum de i privé de phi de 0 jusqu'à phi de n-1. Mais dans cet ensemble-là, il y a phi de m. Et donc, comme le minimum appartient à l'ensemble, phi de n appartiendra à i privé de phi de 0 jusqu'à phi de n-1. En particulier, phi de n sera différent de phi de m. Et donc j'ai bien démontré que si m est différent de n, phi de m est différent de phi de n, donc phi est injective. Je vais à présent montrer que phi est surjective. Donc je veux démontrer que tout élément de i possède au moins un antécédent par phi. Alors par l'absurde, je vais supposer que phi n'est pas surjective. Si phi n'est pas surjective, ça veut dire qu'il existe au moins un élément de i qui ne peut pas s'écrire comme un phi d'un élément de grand N. Autrement dit, ça veut dire qu'il existe au moins x dans i privé de phi de grand N. Donc i privé de phi de grand N, comme précédemment, c'est une partie non vide, puisque j'ai supposé par l'absurde qu'il existait au moins un élément dedans, de grand N. Donc je peux prendre son minimum. Donc j'appelle m le minimum de i privé de phi de n. On sait que m appartient à i, puisque le minimum appartient à la partie, donc m appartient à i. Donc, en particulier, m est un entier. Mais si je constate phi de 0 jusqu'à phi de m-1, j'ai m valeurs distinctes de grand N, puisque ce sont des entiers. Phi est injective, donc j'ai m valeurs distinctes, et elles sont toutes distinctes de m, puisqu'elles appartiennent à phi de grand N. Sauf que j'ai un entier m, et j'ai m entiers distincts, qui sont tous distincts de m. Ça veut dire qu'il y en a au moins un d'entre eux qui est strictement supérieur à m. Autrement dit, il existe un k dans n, tel que phi de k soit strictement plus grand que m. C'est la proposition que j'appelle 1. Mais on va obtenir une contradiction, parce que pour tout k dans n, l'ensemble phi de 0 jusqu'à phi de k-1 est inclus dans phi de n. Et donc, i privé de phi de n, avec le privé de l'inclusion va changer de sens, i privé de phi de n est inclus dans i privé de phi de 0 jusqu'à phi de k-1. Mais quand j'ai un ensemble qui est inclus dans un autre, une partie de n incluse dans une autre, le minimum de celle-là est plus petit que le minimum de celle-là. Donc le minimum de i privé de n est plus petit que le minimum de i privé de phi de 0, phi de k-1. Donc m doit être inférieur ou égal à phi de k. Inégalité 2 qui contredit l'inégalité 1. J'ai ma contradiction et donc j'ai bien montré que phi était surjective. Le point 2 est plus simple. Si phi va de i dans e bijectif, puisque si e est au plus dénombrable, avec i inclus dans n, phi moins 1 va être une bijection qui va aller de grand E dans grand I. Et maintenant, je prends grand F, une partie de E. Mais alors, la restriction de phi moins 1 à grand F va créer une bijection de grand F dans phi moins 1 de grand F. Hein, phi moins 1 elle est de E dans I. Si grand F est inclus dans E, comme phi moins 1 est une bijection de E dans grand I, phi moins 1 va créer une bijection de grand F dans phi moins 1 de F, qui est J, que je vais noter J, qui est une partie de I, qui est une partie de N. Donc j'ai créé une bijection entre grand F et une partie de N, donc F est au plus dénombrable. De plus, si F est infini, comme phi moins 1 est injectif, phi moins 1 de J est une partie infinie de grand N. Et donc par le point 1, J est dénombrable. Et donc phi moins 1 va me permettre de construire une bijection entre grand F et grand J, une partie infinie de grand N. Comme J est dénombrable, il existe une bijection entre grand J et grand N, et en composant ça, on va montrer que F est dénombrable. Donc si je pose F1 qui va de, phi 1 qui va de F dans J, qui a X donne phi moins 1 de X qui est bijective, et comme J est dénombrable, il existe psi de J dans grand N bijective, si je compose, si je prends psi rond phi 1, c'est une bijection de grand F dans grand N, et donc grand F est bien dénombrable.